Que 200 milliards, d'où ils viennent? Alors, de la poche du contribuable essentiellement. D'accord, donc l'État a mis 200 milliards sur la table pour créer 2,5 milliards de valeur. Le champion du monde de surf, qui peut même avoir la planche de surf qui coûte 5 fois plus cher que tout le monde, il n'y a pas de vague, il surfe pas, il reste assis sur sa planche. Et le problème en France, c'est que vous êtes juste dans un pays où il n'y a pas de vague. On voit très vite si une boîte va réussir ou pas. Et il faut savoir mourir très vite. On ne sait pas le faire parce qu'on a des subs de la BPI, parce qu'on a la French Tech qui t'a payé un petit four, parce que machin. Moi, j'aimerais bien qu'on voit des trucs, on dit, écoute, ça fait 3 mois, j'ai essayé, ça marche pas, j'arrête, je vais faire autre chose. Et c'est pas grave. Mais ces startups parisiennes, elles sont très trustées par les écoles de commerce. C'est pas des ingés qui sont à la tête de ce truc-là, qui ont un profil, une attitude, une culture qui est très différente. Bon, je vais y aller, parce que moi, j'en sors d'une école de commerce. Oui, désolé. C'est pire que ça. Partenaire chez McKinsey. Et en plus, il était partenaire chez McKinsey. Hola, hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech qui pique au nez et aux oreilles. Créer sa startup en France en 2025, c'est soit manquer d'ambition, soit manquer de jugement. Cette bombe, c'est Florent Crivello qui l'a lâchée dans Silicon Carnet il y a quelques mois. Un entrepreneur français parti monter sa start-up d'intelligence artificielle dans la Silicon Valley. Et les chiffres lui donnent raison pendant que l'Europe s'enfonce dans la crise avec des levées de fonds en chute libre. 45 milliards en 2024 contre 101 milliards en 2021. Nos meilleures pépites font leur valise. Une start-up européenne sur 10 a déjà franchi l'Atlantique et la tendance visiblement s'accélère. La Silicon Valley pompe nos talents, innove à un rythme effréné, investit ou rachète nos champions. Et pendant ce temps, l'Europe parle de souveraineté numérique. Alors, faut-il croire aux rêves européens? Est-ce que les entrepreneurs tech ont raison de partir? Et surtout, est-ce qu'on peut encore rivaliser avec les États-Unis et la Chine? C'est la question qu'on se pose cette semaine dans Silicon Carnet. Rien compris. À mes côtés dans Silicon Carnet cette semaine, je vous demande d'accueillir Julien Petit. Enchanté, content d'être avec vous les amis. C'est pas la première fois que tu viens dans Silicon Carnet. Non, ouais. C'est ta deuxième, fais attention, tu commences à devenir addict. Mais il me faut un petit jingle comme Pierre. Ouais, mais là, ça demande énormément de passages. C'est Même pas en rêve. un statut particulier. Julien Petit, c'est le fondateur de Mighty Nine. C'est ça. Qui n'est pas dans le verre de fonds, mais qui fait des levées de fonds alors qu'elle ne voulait pas faire de levée de fonds. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Mighty Nine à la fin? Je décode de ce que j'appelle le VC Game au sens système, et voilà, comme un avocat. T'as un blog d'ailleurs qui s'appelle Inside VC. Ouais, c'est ça. J'ai donc sur Substack, et puis après j'essaie de poster des trucs aussi sur LinkedIn. Ouais. Mais et bientôt j'essaie un peu de vidéo. Comment tu gagnes ta vie? Comment tu fais ta thune? Comme un avocat. Ouais. On me paye à l'heure. J'ai des petits modules qui sont des entrées sur est-ce que t'es VC compatible ou pas. Et puis ensuite, on voit en fonction du diagnostic l'ampleur des dégâts et qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Et là, dans ce cas-là, c'est plutôt le tarif horaire qui fonctionne bien. Ouais. Et tu es dans l'Hacienda, cette communauté des fans de Silicon Carnet. D'ailleurs, je vous invite tous à nous rejoindre dans l'Hacienda. C'est important. Si vous voulez supporter le podcast Silicon Carnet, la meilleure façon de le faire, c'est de devenir membre de l'Hacienda, où on a plein de channels thématiques. Et on a justement un channel Startup Life et un autre channel Venture Capital. Et alors là, tu es devenu le guichet de la Sécu pour tous les membres de l'Hacienda dès qu'ils veulent lever des fonds. Ils te pingent. Et puis je compete avec Antoine Guillon, Tony G, le grand Tony G, qu'on lui dit bonjour. On l'aime beaucoup. Donc j'essaie d'être au niveau de Tony G en termes de contenu, de curation, ainsi de suite. Mais bon, dur, parce qu'il est costaud. Il est trop costaud. Voilà, c'est le réseau privé, le réseau social privé de Silicon Carnet. Rejoignez-nous, ça se passe sur Substack. Vous prenez votre abonnement sur Substack et vous devenez automatiquement membre de l'Hacienda. J'ai aussi à tes côtés l'auteur, puisque il faut le présenter comme ça. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Startup Unlocked. Pierre Gobil, et je suis obligé de passer son jingle parce que effectivement c'est une figure dans Silicon Carnet, donc
Et le professeur est parmi nous cette semaine. Pierre, bienvenue dans Silicon Carnet. Salut Carlos. Ce n'est pas une première. Non, ça doit être la 1278e, me semble-t-il. Voilà. On a dû faire la première et puis ça là. Ouais. Écoute, tu feras la dernière, je pense. Hein. Oh, tu vas pas t'arrêter, c'est impossible. Ah, il y aura peut-être une dernière un jour. Un jour, tu penses? J'espère. Une fois que je serai riche. Je serai là. Je serai là. Tu seras là pour la dernière. Je serai là pour la dernière. Écoute, ça va bien, tout va bien. La vie est belle, donc rien à dire. Tout va bien. Ok, super. Écoute, on est ravis que tu sois là parce que on va parler de ces startups, de l'écosystème, de la French. On va encore dire que je fais du French bashing. Cyril est notre troisième invité, Cyril Grillin, qu'on ne présente plus. Entrepreneur, tu as déjà créé plusieurs startups, puis tu es devenu androposé, tu as arrêté d'ovuler et tu t'es mis à investir. Ouais. Et tu as fait de nombreux investissements. Tu avais un club deal où vous investissiez t'as investi dans plus de 50 startups. Ouais. En France, aux US. France et US. 30 en France et 20 aux US, dans Silicon Valley. Et donc, on se connaît depuis longtemps, puis tu es basé à New York, on se voit à la fois des deux côtés de l'Atlantique, les deux. Ouais. Et j'avais envie que tu viennes parce que tu as fait un post sur LinkedIn il y a pas longtemps où tu comparais les écosystèmes français et américains. Ouais. Et alors là, tu t'es pris un déluge à la fois de gens qui étaient super contents de ce que tu disais. Ouais. Et puis aussi de plein de monde qui t'a dit mais c'est n'importe quoi, tu compares des choux et des carottes. Ouais. Mais ce que t'as pas vu, c'est les 25 calls de VC qui m'ont appelé pour m'engueuler. Ah ouais. 25. Ah, toi aussi, tu reçois des calls. Ah, mais c'était sympa. Ouais. Bah oui. Bah, tu sais, depuis le podcast avec Jean de la Roche-Brochard et celui avec Oussama, je reçois beaucoup de calls. Non, mais tu cherches, franchement. Oui, je cherche. Effectivement, un petit peu. Donc, bah voilà, en t'invitant, je cherche encore plus, visiblement. Super content d'être ici. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ouais. Mais pourquoi tu racontes ça? Tu nous fous le business en l'air, mais c'est pas vrai. De toute façon, tout le monde peut pas aller aux États-Unis. Tu nous fais un rappel de... Et puis, d'où est-ce qu'ils sont? Rappelle ton post, en synthèse, le résumé de ton post, c'était quoi? Je le montre là à l'écran. Ouais. Le résumé de mon post, c'est qu'en fait, pendant longtemps, on parle des États-Unis contre la France et on disait, mais non, c'est pas comparable. Je dis, bon, on va faire très simple. Je vais comparer ce que font les fondateurs français aux États-Unis et les fondateurs français en France. Et le résumé, c'est que y a pas photo. Aux États-Unis, les fondateurs français ont créé des boîtes de tech qui valent 65 milliards en bourse. Et dans l'histoire de la France, même avant même que la French Tech n'existe, on a créé 2,5 milliards de valeur en bourse. Mais on a claqué près de 200 milliards pour faire ça. Et aux États-Unis, les Français qui ont fait ça ont levé 17 milliards uniquement. Et donc, il y a strictement pas photo en nombre de unicornes, en valeur, en impact sur l'économie, en présence dans l'écosystème tech. Les Français qui sont aux États-Unis juste font beaucoup mieux que ce qu'on fait pour beaucoup moins d'argent perdu. Donc, ce que je disais en introduction, qui est cette phrase que j'ai retirée d'un épisode d'ailleurs où tu étais, Pierre, avec Florent Crivello. Absolument. C'était un épisode qui s'appelait, je me rappelle plus, je vais le montrer à l'écran. En fait, j'en ai tellement fait. Non, c'est toutes les semaines, c'est ça le problème. Décembre. Ouais, et où il disait que monter une start-up en France, c'est manquer d'ambition ou c'est manquer de jugement. Toi, tu mets les chiffres dessus, quoi. C'est un petit peu ce que tu dis là. Écoute, alors moi je comprends ce qu'il veut dire. Je trouve que c'est un peu dur quand même, tu vois, parce que Pierre, tu lui avais fait remarquer d'ailleurs que c'était. Pour moi, il disait que lui monter une start-up en France, c'était comme monter une start-up au Kazakhstan. Il utilisait ça. Hein, alors c'est marrant qu'il dise ça parce que il y a quand même beaucoup de VC. Moi, je suis LP dans des VC aux États-Unis. Il y a beaucoup de VC qui caractérisent la France, et je suis désolé pour les gens qui nous écoutent, comme étant North of Africa. Et donc il faut le savoir. Des VC américains. Des VC américains, bien sûr. Pas non plus super forts en géographie, les Américains, mais... Oui, ils sont très bons en tech quand même. Hein. Oui, ils sont très bons en tech. Voilà, et ils repèrent assez bien, je pense, dans l'univers, où est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas. Et puis c'est pas moi qui l'ai dit, faut pas me taper sur moi. Hein. Mais c'est North of Africa, de leur point de vue, et d'une certaine manière, c'est vrai. Comparativement à ce qui se fait là-bas. Je sais pas, aujourd'hui, on en rigolait, il y a un truc qui est quand même marrant, il y a eu 2 annonces dans la même journée qui sont assez sympas. Il y a Sundar Pichai de Google qui vient nous annoncer qu'ils ont créé une puce quantique qui peut calculer à 10 exposant 25, c'est-à-dire... Ça fait beaucoup de zéros. C'est plus rapide en fait que toute l'histoire de l'humanité pour faire la même opération. Alors donc, pour expliquer mieux, en 5 minutes, la nouvelle puce quantique fait ce que les supercalculateurs du monde mettraient plus que toute l'histoire de l'univers pour faire. Ça, c'est ce que Google vient d'annoncer, d'accord ? Et Macron, il y a quelques jours, nous a dit qu'on a réalisé l'impossible en France, on a retapé une église. C'est quand même... voilà. Non, mais oui, on avait cette conversation avec Alain Damasio où j'ai expliqué que la Silicon Valley vend le futur et que nous, le produit qu'on a à vendre, c'est le passé. Notre-Dame est un fabuleux produit du passé. Magnifique.
Et sur nos étagères, on pouvait pas se permettre de ne plus avoir du Notre-Dame à vendre à côté du Versailles, à côté du Louvre, etc., etc. Mais dans le quantique, on fait aussi des trucs incroyables, mais c'est pas en tête de gondole de la France. Non, c'est dommage d'ailleurs parce qu'en fait, en France, il y a plein de choses qui marchent très très bien dans la tech. Et je pense que d'ailleurs, le quantique et la deep tech, la biotech dont on parle quasiment jamais, en fait, le digital a occupé tellement la scène qu'on parle que de SaaS, etc. Mais là, on fait des cartons. Le logiciel. C'est encore plus, tu vois. Le digital, ça paraît infini, tu vois. Ouais, mais c'est un peu la nomenclature. Mais là où on fait des trucs super, on n'en parle pas beaucoup. On fait des trucs extraordinaires en biotech. On fait des choses très intéressantes en deep tech. On va faire des choses très intéressantes dans le spatial. Mais c'est pas fait très intéressantes dans le non-tech aussi. Moi, j'ai investi dans plein de boîtes où il n'y avait pas du tout de tech et qu'aucun VC a voulu mettre les doigts dedans alors que ça a fait des retours. J'ai une des boîtes, on a fait x40. Mais il n'y avait pas de tech, mais la France, elle est connue dans le monde, le French Power, c'est des choses qui volent, c'est des choses qu'on porte, c'est des choses qui font partie de la beauté. Qu'on mange, et on a plein de business à faire, gigantesques à faire là-dedans. D'ailleurs, on a un des hommes les plus riches du monde qui sort de ce business-là. Mais je sais pas pourquoi, on a décidé que ça nous intéresse plus, en fait. On veut faire comme si on était aux États-Unis. On veut faire comme les Américains. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas les États-Unis et on va pas l'être demain matin. Et on n'est pas des Américains. Et on n'est pas des Américains. Hein. Pierre, je le vois. Je veux juste reposer une question. Je le connais maintenant, donc je sens qu'il est prêt. Là. Il bouillonne. Allez. Je deviens le nouvel intervieweur de Silicon Carnet. J'ai une question pour Cyril. Tu as dit au début, qui est passé très vite, qu'en France, on investit 200 milliards pour créer 2,5 milliards de valeur. En bourse, ouais. Donc c'est ça le chiffre. Ouais, ça chiffre, ouais. Ça devrait quand même faire réfléchir tout le monde, parce que 200 milliards, d'où ils viennent? Alors, de la poche du contribuable essentiellement. D'accord, donc l'État a mis 200 milliards sur la table pour créer 2,5 milliards de valeur. De valeur en bourse. Alors, l'État calcule la valeur différemment. J'ai une conversation fascinante avec les gens. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas de bourse, nous, donc il y a l'Euronext. Mais il y a eu aussi peut-être des reventes qui participent du retour sur investissement. On va faire un calcul plus simple. On va parler de toute l'Europe parce qu'on veut parler de l'Europe aussi. Dans l'histoire de l'Europe, depuis que Charlemagne s'est couronné à Aix-la-Chapelle, combien d'exits on a eu de ce qu'on appelle des venture proceed exits qui sont au-dessus de 10 milliards? Combien? Où ça, en France ou en Europe? En toute l'Europe. Dans toute l'Europe, on rajoute l'Angleterre dedans. On en a eu, je dirais, 2 têtes comme ça. Putain, je devrais le connaître, mais 5. On en a eu 3. Ouais. On a eu Adyen, TransferWise qui s'appelle Wise aujourd'hui, et Spotify. Il y en a eu 2 de plus qui sont sortis à 10 milliards, mais on n'a pas pu faire les proceeds à 10 milliards, qui sont UiPath et Deliveroo, qui, après le lock-up period, sont tombés en dessous. Donc, dans toute l'histoire de ce continent, il n'y a que 3 fois où des gens ont pu gagner sur une valeur de plus de 10 milliards. Très bien. Maintenant, la BPI met 1 milliard par an dans les fonds français venture, plus 700 millions dans les fonds de private equity. 1 milliard par an, la BPI, c'est à peu près 20% des fonds de France. Donc, si tu multiplies par 5, on fait les calculs, vraiment, on s'en fout si c'est 15% ou 22%, ça change rien à l'histoire. Donc, ça fait 5 milliards par an, d'accord? Si tu veux faire un truc à peu près décent, considérant que le Standard & Poor's a gagné 9% sur les 25 dernières années par an, faut que tu fasses du x3. Et c'est vraiment pas dingue le x3, parce que ça fait... Si primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen au court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés. Je dis foncez, il n'y a aucun risque. Sachant que dans des exits, les fonds français sont en gros la moitié de la cap table, parce que des fois, t'as un fonds américain, t'as d'autres trucs et tout, ça veut dire qu'il faut faire sortir 30 milliards d'euros par an. Voilà. Et donc, ces mathématiques-là, il n'y a pas de planète dans l'univers où elles marchent. Je te reprends tout ça, hein. Je vais m'amuser. Hein. Vas-y, Julien, parce que toi, t'as sorti un post que je montre aussi, où même moi qui m'intéresse énormément à l'écosystème tech, que ce soit aux US ou en Europe, parce que moi j'avais un nouveau message, mais bon là tu me l'as démonté quoi. C'est que je trouve que la France on produit pas grand chose. Alors tu vas nous l'expliquer parce qu'effectivement les startups qui sont revendues plus d'1 milliard, je te laisse, tu vas nous dire combien il y en a. Et on laisse les gens qui nous écoutent essayer de réfléchir à ça. Vous réfléchissez pendant que je parle, réfléchissez, mettez un chiffre dans votre tête et Julien va vous expliquer. Et moi, j'avais un discours qui est de dire, oui, mais c'est pas vrai en Europe. En Europe, on a des belles startups qui ont eu un impact dans le monde de la tech et qui ont changé le monde dans le monde de la tech. Tu citais tout à l'heure, par exemple, Revolut dans le monde de la banque. On a eu DeepMind en Angleterre aussi, qui a
était un des pionniers de l'intelligence artificielle. Racheté, je crois, 400 millions. Voilà. Racheté par Google, mais c'est quand même à l'origine une technologie européenne, anglaise, si tant est qu'on peut considérer que... Allez, c'est pas grave. Ouais, Spotify, tu parlais de Spotify, qui a révolutionné quand même le monde du streaming. UiPath aussi, qui est un truc vachement intéressant. Deliveroo, Deliveroo, c'est un peu un copycat de ce qui se faisait déjà aux États-Unis, mais il y a en Europe, on a en Europe des trucs qui, clairement, ont changé un peu la nature et qui ont créé des points d'inflexion, c'est-à-dire où le futur ne se ressemblerait plus au passé. Mais quand je reprends tes chiffres, et tu vas nous les donner, ouais, ça. Il y en a pas beaucoup, en fait, quoi. Ben, il y en a pas beaucoup. On compte 55, donc, VC-back, c'est important, hein, comme Cyril l'a précisé, faut regarder, parce qu'on mélange un peu tout. Souvent, on met un peu tout, toute start-up, toute technologie. Mais les boîtes VC-backed, sur les 20 dernières années. VC-backed, donc, pour ceux qui nous écoutent, ma mère, elle sait pas, là, tu vois, c'est pas VC-backed, là, c'est plus, toi, tu sais pas. Ah non, je sais pas ce que c'est. Bonjour, Madame Diaz. Voilà, VC-backed, donc, qui ont été financés par des investisseurs du venture capital, des capitaux risqueurs. Et donc, il y en a eu 55 en Europe, ce qui est dans l'absolu pas trop mal. Le problème, c'est que si on regarde sur ces 55, on se dit, OK, mais il y en a combien en France? Et donc, la réponse, c'est qu'il y en a eu 3 seulement, pour un total de... Donc, c'est Criteo, le fameux Criteo, qui est... Et qui date, et là, on en parle d'un truc... 2013, Et qui date, et dont les dernières années, quand même, ont été largement à San Francisco. Enfin, toi et moi, on a bouffé chez Jean-Baptiste Rudel à San Francisco, Guillaume et... Ils étaient tous là-bas, donc t'as raison, ça a commencé ici, mais ça n'a pas du tout fini ici. Ouais, non, c'est... Ok, Criteo, donc gâche pas tout quand même, gâche pas tout. C'est la vérité, c'est tout. Non, mais maintenant j'ai un standard. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui reçoit les appels, donc c'est plus, tu peux y aller quand en fait. Du moment pourquoi 25 VC m'appellent. Oui, d'accord. Donc un Criteo. Donc Criteo 2013, il y avait quand même, j'aime bien préciser ça, mais 1200 employés au moment de l'exit. Donc les gens qui veulent essayer de faire Criteo-like, il faut qu'ils s'imaginent être capitaine d'industrie dans le sens gérer 1200 et continuer à grossir, c'est important. C'était donc 2013 et la boîte, si je me trompe pas, c'était 2005, donc 8 ans pour arriver là. C'est énorme, hein, on voit un peu les chiffres. Il y a eu ensuite Believe, si je me trompe pas, 1,9 milliard, donc Euronext, avec une grosse descente, puis ça remonte, et puis soi-disant ça se délisse plus. Bon, je sais pas exactement ce qui se passe. Mais ils sont à peu près 1,8 là, ça y est. C'est ça, donc ça devient c'est assez costaud. C'est Believe, on rappelle qu'est-ce que ça fait Believe. Alors moi j'ai toujours des problèmes dans le monde de la musique. Vous connaissez même un petit peu parce que c'est une chaîne compliquée avec les producteurs, les labels, on sait pas qui fait quoi. Mais en gros, eux ont été les rois pour monétiser. Les droits, monétiser tout ça, et entre autres, ils ont eu la chance d'avoir Jules. Justice aussi, non? Justice aussi, exactement. Ouais. Mais étant Marseillais, peut-être que j'ai une. Ah, t'es Marseillais? Ah oui. Il faut couper l'émission, c'est pas possible. On a un ex-soi et un Marseillais. Moi, je suis pas ex-soi, moi, je suis du Tarn. Ah ouais, c'est ça. Okay. Et donc Believe, donc super histoire. Et la troisième? Xange a dit avoir fait 150 millions là-dessus. Donc c'est bien quand de savoir un chèque comme ça. Et ensuite on a eu Kiriba. Là c'était donc Iris qui avait sponsorisé cette boîte là. Donc on en a eu 3. C'est quoi Kiriba? Kiriba, on va dire c'est gestion de trésorerie mais pour des grands groupes. D'accord. Okay. Une sorte de compto pour les grandes boîtes quoi. Plutôt je dirais Agicap, les Lyonnais, mais pour des grosses boîtes quoi. Donc ça c'est les seuls. C'est tout. 3 startups qui se sont vendus plus d'1 milliard en bourse. Oui. C'est ça. Bourse. Il y a eu 2 bourses et un private equity, Bridgepoint pour Kiriba. Ok. Il y a une société qu'on ne célèbre pas assez en France et moi je voudrais profiter d'être chez toi pour qu'on en parle. Bien sûr. Et je vais vous poser une colle. Est-ce que vous savez qu'on a une décacorne de software en France? En France. Incorporée en France dans un registre du commerce français. C'est Gilles. Décacorne. C'est Gilles. Non, je déconne. J'allais dire Septéo, mais c'est... tous. Non. Le ministère de l'Éducation nationale. Intéressant. Non. Schneider Electric. Non, vous me décevez les mecs. Dassault Systèmes, ça vaut 53 milliards d'euros. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de VC qui a pas mis d'argent dedans que c'est pas une réussite extraordinaire de la technologie française. Ouais. C'est la seule boîte de software qui est totalement et sans question respectée par n'importe quel VC américain aujourd'hui. Et on n'en parle jamais. Et je pense que Nvidia aussi, c'est une des plus belles mafias de fondateurs, quand il y a la Pepa Mafia, etc. C'est pas faux. La mafia 3DS et la mafia... Algolia sort de là. Exolide. Algolia ensuite derrière, etc. Tout à fait. Mais plein d'autres sortent de là. Et c'est une boîte qui est spectaculaire. On n'en parle pas juste parce qu'il n'y a pas eu de VC money. Alors c'est quand même
le monde Ouais, à l'envers. C'est-à-dire que la seule vraie réussite de software remarquable au niveau mondial, enfin, à plat de couture, 50 milliards, c'est donc 20 fois la valeur des VC-backed companies qui sont dans la bourse de Il Paris. joue pas le game de l'écosystème. Ils jouent complètement, ils rachètent 60 boîtes par an. Continuons avec Julien. Ouais, donc, Mais c'est qui le premier, par exemple? UK. Eux, ils ont fait. On a bien fait de les faire sortir de l'Europe. Ah ouais, grave. De les pousser dehors. Et puis, apparemment, Ils sont partis tout seuls, remarque. Ouais. Et puis soi-disant, ça aide la France au niveau financier, je sais pas, mais donc, ouais, 15 exits, Ça, c'est UK. UK, et c'est près de 65 milliards au total. Le deuxième position, Germanie, pareil, avec une quinzaine. Germanie, c'est Allemagne, hein, pour la maman. Ouais, de- Allemagne. Ouais. Maman, Bien désolé. qu'ils traduisent le principe, là. Et 55. Combien, l'Allemagne? 55. Ok. Et la Suède, 45. Tu te rends compte qu'un pays comme la Suède, hein, Skype, Spotify, ils ont fait plein de choses. ouais. Et, attends, et Skype, ça dépend parce que, alors Skype, c'est gros débat. Est-ce que c'est Ok. finlandais? Mais tu as raison, ou est-ce que c'est, À l'origine, c'est quand même suédois. ouais, non, mais, Oui, mais alors tu à as ce raison. moment-là, il y a plein de boîtes indiennes et chinoises dans la Silicon Valley. Hein. Si on prend la nationalité de l'entrepreneur, tu vois, au bout d'un moment. Non, mais c'est les headquarters. On peut regarder les headquarters. Tu vois, Wise, par exemple. Est-ce que c'est UK? J'oublie tout le temps. Estonie. Estonien, voilà, merci. Ils ont commencé, c'est une équipe estonienne, ils ont commencé en Estonie, mais réellement, ils ont dit, bon, ok, le premier bureau, là où on va vraiment faire quelque chose, c'est à Londres. Donc, c'est assez compliqué, mais bon, pour le coup, l'Estonie. Mais Spotify, c'est pareil. Moi, j'ai partagé mes locaux avec Spotify quand je suis arrivé à San Francisco. Donc, j'étais avec les fondateurs qui Vers étaient quelle année c'était à peu près pour toi 2009. 2009, c'est ça, ouais. Voilà. Ils sont arrivés. On était dans un coworking space à Rocket Space à l'époque. Écossais. Et oui, exactement. Et l'Écosse. tu n'as pas investi. Non, j'ai pas Non, du mais tout. déjà, Non, mais à l'époque, sais- c'était, il y avait Sean Parker qui essayait déjà de se faire une place. Il a réussi à se faire une place. Il y avait eu le deal de 50 millions et Sean Parker a réussi à mettre un ticket avec Founder Fund. Il rentrait dans Founder Fund et il a réussi à mettre 10 millions. mais Donc, c'était compliqué. il y avait un des cofondateurs de Spotify que je voyais au café et il me montrait son app quoi en fait et ce dont il était le plus fier, il me disait regarde, tu vois, là il y a une playlist et écoute là, j'appuie sur play et ça joue tout de suite. Ouais. Tu vois, c'est le buffer time, la latence, c'est extraordinaire, le buffer. mais Ils ont bossé comme des malades. Et donc là-dessus. ils bossaient là-dessus, c'était vraiment le truc. Et nous on était là, ah oui, ça stream pas, il y a pas de loading. Et c'était vraiment ça, les conversations qu'on avait à la machine à café. Et tu vois, je passe au son d'après. Regarde, ça play automatiquement, etc., etc. C'était ça le sujet en 2009 quand on parlait ensemble. Mais c'est une boîte qui a commencé en 2006. Mais j'avais pas de c'est thune là, quoi. pour investir à ce moment-là. Et c'était de la tech, hein, pour le coup. Et ça, c'était de la Ouais, pure tech. oui. Vraie tech. La pure tech. Mais ce qu'il me disait, c'est que, la Suède, bien évidemment, on n'a aucun marché local. Ils ont essayé de faire des trucs en Europe, mais il y avait un acteur très très puissant à l'époque qui était Deezer, qui était bien en Qui se avance en débrouille fait. bien, ouais. Et voilà. Et eux ont dit, bah non, on se barre aux États-Unis, on va discuter avec les majors. Aux États-Unis, notamment à Los Angeles, et ils ont été les premiers à discuter avec les majors et à signer en fait avec les Mais majors. l'histoire aussi de Daniel Ek, faut quand même, le gars adolescent, il invente un Squarespace. Apparemment, il gagnait, lui, en termes de revenus, 50 000 euros par mois, juste avec ce business-là. Ensuite, il devient, il rentre dans une boîte qui se fait ensuite racheter par eBay, donc il voit de l'intérieur. Il devient CTO d'une boîte de gaming, Second Life. Je sais pas où ça allait. C'est à San Francisco, Battery Street. Et ensuite, il a été le CEO de uTorrent, racheté par BitTorrent. Ouais. Puis, Donc déjà, l'écosystème même en Suède dans lequel il était, il y avait un niveau de jeu sur les playgrounds qui était fabuleux. Et lui, de 16, 17 ans jusqu'à peut-être 23, 24, ce qu'il voit, c'est x2, quoi. Ça va à une vitesse de la lumière. Donc, c'est pour enchaîner un petit peu sur le débat, mais l'idée que quand même, selon le playground qu'on peut avoir, s'il est bien alimenté, finalement, la bonne vague, le bon endroit, le bon timing. Pierre, Il y a déjà un tout petit commentaire qu'on peut faire là-dessus. ouais. On a parlé d'Estonie, on a parlé de Finlande, on a parlé de Suède. Il y a une chose qui est assez commun à tout ça, c'est que ces gens étaient conscients dès le départ que leur marché était trop petit. Ouais. Dès le départ. Et ils ont On dit, pourrait dire la même chose avec Israël. pareil. Et aussi, ils se sont dit, on peut pas rester sur nos marchés, sinon on n'y arrivera pas. Et ils sont partis aux US. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. En France, pour juste lancer un peu le débat, les gens croient que le marché est suffisant. Il ne l'est pas.
C'est clair. Il ne l'est pas, et en plus, il ne croit pas. Et moi, c'est une illustration que j'utilise beaucoup avec les fondateurs. Je leur dis, écoute, le champion du monde de surf, qui peut même avoir la planche de surf qui coûte 5 fois plus cher que tout le monde, il n'y a pas de vague, il surfe pas, il reste assis sur sa planche. Par contre, un mec amateur avec c'est Bryce Nice. Absolument. Un mec amateur avec une planche même défoncée où il manque un foil et ce que tu veux, il y a un peu de surf et un peu de vague, il surfe. Et le problème en France, et c'est pour ça que pour les fondateurs, moi je leur dis, c'est pas de votre faute. C'est que vous êtes juste dans un pays où il n'y a pas de vague. Alors il y a quelques vagues dans certains sujets. On en a à Biarritz pour faire du vrai surf. Et il y a, par exemple, comme je disais tout à l'heure, des vagues dans la biotech, il y a des vagues dans certaines choses. Mais dans le cœur de ce que fait le venture, qui est quand même du software, il n'y a pas de vague. Et donc, c'est pas de ta faute. C'est pas parce que ta planche, t'as eu une planche moins chère que les Américains. C'est pas une histoire de manque de financement, rien du tout de tout ça. Le financement, on en fout par la fenêtre tout ce qu'on veut. C'est une question de climat. C'est une question de climat. C'est une question et ce qui est donc le marché. Tu n'as pas de vague. Et c'est extraordinairement difficile parce que quand t'es fondateur, on est plusieurs autour de la table à l'avoir été. Au début, ça change toute ta vie s'il y a une vague porteuse ou si tu dois inventer le marché, en plus d'inventer le produit, d'inventer ton équipe, d'inventer ton business model, d'inventer ton pricing, d'inventer ton software, d'inventer de où est-ce que ça tourne, etc. Et donc, effectivement, dans ces pays-là, c'est vrai, comme tu l'as dit pour Israël, mais c'est aussi vrai pour l'Angleterre. Ce sont des pays qui ont été atlantiques tout de suite dans leur mentalité. C'est la mentalité de la culture des gens, en fait. Et ils sont, par ailleurs, et c'est une des difficultés qu'on a avec des fondateurs français et les hommes aux États-Unis, c'est qu'ils sont America compatible dans leur ADN. Et inversement, les Américains les regardent différemment qu'ils ne regardent les Européens du continent. Et on va pas changer comment les Américains nous regardent, parce que c'est comme ça, c'est tout. Donc il faut juste qu'on apprenne à faire le travail, à se présenter sous un jour où on est plus lumineux pour eux et qu'ils ont envie de nous embarquer sur leur vague et nous laisser surfer chez eux, avec nos planches cassées et avec notre manque de grippe et tout ça. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa. En parlant de vagues, je pense que c'est pire que ça. C'est-à-dire que on a un marché, malgré tout, en France, d'accord, mais que les gens qui constituent le marché ne savent pas et ne veulent pas travailler avec les startups. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est l'État, qui représente plus de la moitié de l'économie du pays, parce qu'on est un pays totalement étatique. Il n'y a pas de Small Business Act, donc il n'y a aucune raison pour l'État de travailler avec une startup, donc ils ne savent pas, donc ils ne le font pas, donc ils n'utilisent pas les startups. Et le deuxième, c'est les corporates, désolé messieurs, c'est des vieilles boîtes dirigées par des vieux monsieur avec des systèmes juridiques totalement incompatibles avec les startups, ce qui fait qu'ils font des conneries de POC dont personne n'a rien à foutre. Ils mettent jamais l'énergie nécessaire pour être véritablement engagés en tant que client fournisseur. On parle d'Assosystem, visiblement. D'Assosystem, c'est à part, ils ont trouvé des clients ailleurs. Mais donc on a un marché un petit peu, mais les acteurs de ce marché sont totalement incompatibles avec la startup. C'est encore pire que ça. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, pour reprendre ton analogie, on tire le fil, que il y a aussi en France des vagues artificielles? C'est-à-dire qu'on est un peu à aquapark, quoi. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est parce qu'il y a une chose les Américains, alors on parle d'Amérique, on va parler un peu anglais dans ce podcast parce que c'est important, parce qu'il y a des expressions américaines qu'il faut que les Français comprennent la différence de culture. Les Américains, ils disent, I appreciate effort, I pay result. Et nous, ce qu'on est en train de... J'apprécie les efforts. J'apprécie les efforts, mais je paye pour les résultats. Ce dont on parle beaucoup en France en général, pas quand dans la French Tech, c'est les efforts qu'on fait. Donc, on met beaucoup d'argent dans le système. Super. On met beaucoup plus d'efforts entrepreneuriales. Heureusement qu'on a débloqué ce problème-là. On avait un problème énorme. Les gens voulaient juste pas monter des boîtes. On parle des efforts. Mais pour avoir une conversation sur les résultats, il n'y a plus personne autour de la table, voire tu te fais engueuler. Mais c'est la même chose pour le budget de l'État, c'est la même chose pour le déficit public, c'est la même chose pour ce que tu veux. Et c'est une question de culture différente. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Le professeur. Et le professeur, pardonne-moi. Enfin, tu peux m'appeler Pierre, ça jingle. Non, mais moi, je l'ai connu avant qu'il s'appelait le professeur. Oui, que vous renommez les maintenant, c'est le copains. professeur. C'est compliqué. Il habite à SF, c'est un mec normal avant. Je sais. Oui, mais il est en pleine transition. J'apprends l'espagnol, je vous l'annonce. On va être très concret pour les startups françaises. Quand Pierre dit qu'il n'y a pas de marché, parce que c'est l'État. Tu montes une boîte de B2B SaaS à Paris. Ok? Parce que généralement, c'est quand même à Paris que ça se passe, malheureusement, cette affaire. Tu commences à monter ta boîte, t'es fondateur. Au début, ça se passe bien jusqu'à ta série A. Pourquoi? Parce que t'as réussi à refourguer des contrats entre 2500 et 5000 balles d'ARR à toutes les autres startups qui éventuellement pouvaient t'utiliser sur l'écosystème. Bon, YC fait la même chose. Oui, tout à fait. Entre eux, Tout à fait. Okay. Mais ici, tu souffres un peu plus pour y arriver parce que t'as pas YC qui te distribue, qui fait la force distribution, mais c'est ce que tu fais. Très bien. Juste un chiffre là-dessus sur YC que j'ai lu qui est assez hallucinant. C'est tellement difficile de rentrer à YC que tu as plus de chances de te prendre une balle aux États-Unis que de rentrer chez YC. C'est vrai.
C'est formidable. La stat est incroyable. Il y a beaucoup de tireurs aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a plus d'armes, plus de tirs, etc. Aux États-Unis qu'en France. Excuse-moi, je t'interromps. C'est juste pour dire une connerie. Donc en fait, t'as monté ta boîte, tu t'es galéré et tout ça, t'as passé le product market fit, t'as de l'ARR, et ensuite, après il y a un trou dans le système que tous les fondateurs et que tous les sales connaissent. Et après, il faut que tu ailles tout de suite essayer de démarcher la Société Générale, la Poste, Saint-Gobain et la SNCF. Et là, ça devient plus dur. Et ben, c'est un enfer. C'est un enfer parce que d'abord, une start-up n'est pas naturellement équipée une fois que tu as su vendre à des start-up à aller vendre à la SNCF. C'est pas comme ça les étapes normales. Il y a Déjà, il faut qu'elle prenne le train. Ouais, qu'elle arrive. Faut qu'elle arrive. À l'heure. Et puis le mec, il dit, excuse-moi, là, c'est 5 heures. Ouais. L'autre chose, c'est que, comme tu disais, ils sont préhistoriques. Mais ça veut dire quoi, préhistorique? Les fondateurs, ils savent ça. Ça met 18 mois pour finir à fermer un contrat. Les mecs n'achètent pas de produits SaaS chez les startups parce qu'il faut se faire référencer, etc. Ils ne sont pas capables de sortir un chèque de 25 000 balles à une boîte qui a pas plus de 3 ans d'âge, etc., etc. Et la différence aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, tu as toutes les étapes intermédiaires parce que tu as des dizaines et des dizaines de milliers de boîtes entre les deux qui peuvent t'emmener ton ARR de 1 million à 10 millions, à 100 millions, et après, tu rentres dans les 500 millions. Et cette absence-là, tu peux pas l'inventer. Elle n'existe pas. Ce marché n'est pas là. Moi, j'ai demandé à la BPI, vous faites combien de DPI? Ils m'ont dit, mais nous, on calcule pas ça. Alors, DPI, je m'explique. Voilà. Retour cash sur le cash que tu as dépensé. Ouais. C'est très simple. C'est la seule métrique qui compte. C'est la seule métrique qui compte. C'est ce que j'appelle la finish line. C'est une fois que tout le monde s'est assis, le juge a rendu son verdict qui s'appelle DPI. Le DPI, du point de vue de celui qui t'a confié de l'argent. Donc la BPI, elle confie de l'argent à quand même beaucoup de gens sur l'écosystème. Donc tu leur poses la question. Donc j'ai posé la question, ils m'ont dit qu'ils calculaient pas ça, très bien, pas de souci. Je dis, vous calculez quoi? T'es sûr qu'ils calculent pas le DPI? Alors écoute, je pense qu'ils le calculent, mais je pense qu'il est pas beau. Mais la BPI va m'appeler. Tu sais, l'État a perdu 52 milliards, ils savent pas où ils sont, donc ils sont pas un DPI près. Hein. Ils sont pas un DPI. Alors moi j'ai demandé, mais donc cet argent, c'est quoi le but? En fait, parce que moi je paye pas mes impôts en France, mais j'ai quand même une famille qui paye, et ça m'intéresserait de savoir pourquoi on dépense tout cet argent-là, en fait. À part de dire que c'est super, qu'on fait de l'innovation, qu'on fait des fêtes Vivatech et tout, que je trouve génial, j'adore. Et en fait, donc on m'a dit, non mais d'abord, le nombre d'emplois. J'ai dit, très bien, combien ont été créés? Donc les chiffres, apparemment, j'ai un peu du mal à avoir des vrais chiffres, mais j'ai entendu de la BPI qu'on considère qu'on crée 15 000 emplois par an dans la Startup Nation. France Digital dit même plus, hein. Peut-être. Moi, j'ai juste 2 questions par rapport à ce chiffre-là. Après, il y en a d'autres, hein. Mais ce chiffre-là, c'est que, ça fait quand même très cher l'emploi. Et 2, moi, que je vois dans les startups que je back, les gens que je vois sont pas les premiers qui me seraient venus à l'esprit de gens qui seraient au chômage, tu vois. Je suis pas tout à fait sûr qu'on est en train de créer des opportunités qui n'existaient pas pour ces personnes-là. Alors, la deuxième chose, c'est que je dis, mais combien, par exemple, la technologie, tout ce qu'on a mis en centaines de milliards, donc, a contribué à augmenter le PIB français? Personne n'a aucun chiffre, je ne sais pas, je le cherche si quelqu'un le sait, j'ai un avis de recherche. Est-ce qu'on sait combien est-ce que la technologie française a aidé à augmenter la productivité et le PIB français? Alors l'autre question que... moi je l'ai, le chiffre, je crois que je l'ai trouvé, je crois que c'est incomparable avec les États-Unis. Alors attendez, bougez pas, je l'ai trouvé à un moment. Sur la partie... le PIB technologique de l'Europe, pardon, je suis pas au niveau France, représente moins de 20% de celui des États-Unis. Donc je n'ai pas le chiffre, mais c'est moins de 20%. Et comme le PIB de l'Europe représente la moitié de celui des États-Unis, ça veut dire que c'est 5%. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà. Et ça, cette source, c'est Modern Diplomacy. J'ai l'article, je le mettrai en commentaire dans la description de cet épisode. D'accord. Et donc l'autre question, c'est donc dans la capitalisation boursière, qui est une autre chose aussi que tu peux valoriser, tu vois. On a vu tout à l'heure, Julien nous a donné les chiffres, donc en gros c'est rien. Et moi, ce que je trouve qui me frustre énormément, et les fondateurs, tu vois, moi, le poste, j'ai eu 25 coups de fil pour me faire engueuler sur ce poste-là, j'en ai eu 15 sur un autre poste. Mais par contre, j'ai plein d'emails de fondateurs. En avoir 50. Je sais, mais moi, j'y suis un ancien fondateur. Donc, en fait, moins que les gens qui distribuent l'argent et tout, je sais pas, en fait, je m'en fous un peu. Moi, ce que je vois, c'est que je vois des fondateurs qui ont commencé à monter des boîtes il y a 10 ans, qui sont des fondateurs de premier voyage, qui pendant 10 ans ont gagné entre 60 et 80 000 balles parce que les VC se disent il faut pas gagner plus de 5 000 balles parce que sinon ça passe pas, et qui quand même à 10 ans la vie avance, ils se marient, ils ont des gosses, ils se font engueuler par leur femme ou leur mari parce qu'ils rentrent pas souvent le soir, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont crevés, parce que ils ont toutes sortes de problèmes, et que ils arrivent à la fin de l'histoire, on leur a vendu le paradis et ils viennent d'avoir un deuxième gosse et ils peuvent pas avoir une chambre de plus dans l'appartement parce qu'ils ont pas de pognon. Et donc ça, c'est les trucs là, le vrai, tu vois.
Et ils ont pas très envie de recommencer. Et c'est terrible, parce qu'on sait que c'est à la deuxième, à la troisième boîte que ça commence à marcher le truc. Ils ont pas envie de recommencer, ils sont pas contents, ils ont l'impression qu'on les a invités dans ce que j'appelle le grand casino du venture, où tout le monde a une gueule de bois, mais eux, ils s'en galèrent beaucoup plus que tout le monde, hein, parce que on n'a encore jamais vu un GP de fonds qui a jamais rendu le pognon se retrouver au chômage, hein. Alors que les fondateurs, pour relever de l'argent alors qu'ils ont planté leur boîte, ça arrive tous les jours. Et puis ils sont chez Banque de France aussi, hein. Et donc, ils ont des vrais problèmes, ils se galèrent vraiment, ils se sont galérés pendant, tu vois, je te dis 10 ans, parfois plus, ça a été vraiment le bagne. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un moment maintenant, et eux, ils ont compris, il faut juste arrêter de raconter des histoires. Et il faut dire, il y a des endroits où il y a des opportunités extraordinaires en France et en Europe, focalisez-vous là-dessus, et faites-le avec des gens qui essayent pas de vous vendre la Silicon Valley dans le sentier, parce que elle n'existe pas là-bas. Ouais, tous les narratifs, moi je dis souvent l'innovation comme religion, parce que finalement on peut pas critiquer l'innovation. Critique d'innovation, tout le monde va dire what the fuck. Puis tu vas regarder en fait tous les discours là en ce moment, même politique. Vite fait, on te glisse un petit mot innovation. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça crée cette espèce un peu moins maintenant. En ce moment, si tu regardes, je vais essayer de calculer ces trucs-là, mais t'as cet effet de dopamine qui fait dire bon, ok, ça a l'air d'être, ça a l'air de partir en live, mais finalement j'ai un petit peu de dopamine comme ça et tout. Et donc cette religion autour de l'innovation fait que on détourne le regard. Regardez vers l'innovation. Moi, pour rebondir sur ce que disait Ghislain, je pense qu'il y a un côté. Je pense, c'est Cyril, hein. C'est Cyril. Ghislain. Tu peux l'appeler. Mais bon, ça c'est le professeur. Vas-y, refais-le-moi. C'est le professeur. On va taper Ghislain. Mais trouvons une connotation espagnolisante un petit peu. Ghislain. Non, Guillermo. Guillermo. Donc, ce que disait Cyril, donc. Rien à voir. Rien à voir. Je pense qu'on a oublié d'être darwinien. Et je m'explique, et je pense que ça a une conséquence hyper importante sur les startups. C'est-à-dire que créer une entreprise, une startup, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement dur, et la chance de réussir est extrêmement faible. Ce que font très bien les Américains, c'est qu'ils savent mourir vite. C'est quand ils voient qu'un truc marche pas, ils acceptent la mort. Ils ont les repères, ils acceptent la mort, et ils rebondissent très vite. Donc il y a cette espèce de recyclage des morts, tel que je l'appelle, qui marche extrêmement bien, qui crée de la connaissance, de la valeur, et qui fait que ça marche. Et qui fait circuler aussi les talents. Les talents, bien sûr, c'est le plus de liquidité en termes de talents. Le problème de la France, c'est qu'on est dans la survie. Et il n'y a rien de pire que la survie dans le monde d'une start-up. C'est-à-dire que on voit très vite si une boîte va réussir ou pas. Ouais. Et il faut savoir mourir très vite. On ne sait pas le faire parce que on a des subs de la BPI, parce qu'on a la French Tech qui t'a payé un petit four, parce que machin. Moi, j'aimerais bien qu'on voit des trucs, on dit, bah, écoute, ça fait 3 mois, j'ai essayé, ça marche pas, j'arrête, je vais faire autre chose. Et c'est pas grave. C'est-à-dire, t'es pas fiché Banque de France. T'es pas labellisé comme un loser, t'as appris quelque chose de puissant, tu vas ressortir de ça et faire quelque chose de mieux. Et là, on aurait un vrai recyclage des fondateurs qu'on n'a pas, parce que si tu survis, tu t'épuises. Tu t'épuises à faire du burn-out, à être rincé. T'es complètement rincé. Et tu t'épuises tout le monde, hein. T'épuises tout l'écosystème. Tu épuises tes employés, t'épuises tes investisseurs, t'épuises tout le monde, hein. Moi, j'aime bien de voir tous les gens qui arrêtent leur boîte, tous, ils me disent, j'ai besoin de repos. Ouais. Aux US, c'est pas le cas, hein. Aux US, ils disent, attends, j'ai une autre idée, je la recommence. Et ça, c'est pas parce qu'ils sont plus fatigués que nous. Ou qu'ils sont plus résistants. C'est qu'on les a épuisés. Et je vais rebondir sur une dernière analogie, on va dire, sportive, qui, moi, me plaît assez bien pour comparer les deux. C'est quand on a des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire une équipe de France, par exemple, qui va jouer, le coach leur dit, prends du plaisir. L'Américain leur dit, tu vas gagner. Et c'est la grande différence. On n'est pas là pour prendre du plaisir, on est là pour gagner. Et si tu peux pas gagner, ben t'arrêtes. Et tu fais autre chose. Tu changes. Mais t'es pas là pour prendre du plaisir. C'est quoi ce délire de prendre du plaisir? C'est pas un loisir. Si tu cours pour une médaille, tu veux la médaille, tu veux pas le plaisir. Tout à fait. On n'a rien compris. La tech, la French Tech, j'aime bien ton analogie aussi du casino, c'est-à-dire qu'en gros, ce que tu es en train de dire, on est tous en train de jouer au même jeu, il y a une roulette, on va tous mettre des jetons sur cette roulette et peut-être que la blinde est un peu plus élevée ailleurs que ici. Mais c'est simplement que la table de casino en France, quand tu gagnes, tu fais x2, et encore. Alors qu'aux États-Unis, c'est le même jeu, c'est les mêmes règles, mais tu fais x36, quoi, si tu trouves le numéro. Donc c'est ça l'analogie. Donc tu dis aux gens. Donc qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Il faut dire si t'as envie de jouer à la roulette, va jouer ailleurs. Alors, ça dépend qui tu es, parce que le truc que moi je voudrais pas dire, c'est donner l'impression que n'importe qui veut monter une boîte doit se barrer aux États-Unis et que ça va marcher pour lui ou pour elle. Parce que ça n'est pas vrai. Moi, j'ai analysé tous les fondateurs français qui sont allés aux États-Unis, donc pour faire le poste que j'ai fait, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, et il y a des profils très clairs. Et quand je me mets dans les chaussures des Américains, pas que les VC, mais des super talents américains
des super partenaires américains, des super cabinets d'avocats américains, les gens dont tu as besoin pour gagner, eh bien, à quoi tu dois ressembler pour qu'ils aient envie de bosser avec toi, c'est assez particulier. Mais avant d'en arriver par rapport aux États-Unis, moi, je vais insister sur le fait qu'il y a des trucs de ouf à faire en France. Moi, je donnais On reviendra sur ce profil de ces Français avec qui réussissent aux États-Unis, parce que c'est vachement intéressant. S'il y a un pattern, c'est intéressant. Il y a, ça, c'est aussi par Mais voilà, tu disais, il reste quand même énormément de choses à faire en Europe et aussi en France. Absolument. Quand on est un entrepreneur de la tech. Absolument. Alors quoi? Ben, par exemple, un chiffre qui choque beaucoup de gens, mais qui est dans les rapports d'Avolta, si on les lit, 60% des exits en France, c'est des bootstrapped. Et moi, je pense qu'on ne célèbre pas assez les bootstraps. Et je vais le faire aujourd'hui parce que si c'est 60% des exits, c'est par définition, les fondateurs gagnent de l'argent. Donc, bootstrap, une boîte qui n'a jamais levé d'argent et qui vide son chiffre d'affaires. Ou un petit peu. Ou un tout petit peu, un business. Le premier tour. Ouais, mais voilà, mais vraiment, en gros, vraiment pas grand chose. Pas plus de 2 millions, quoi. Il n'y a pas une définition, moi j'ai demandé à Volta, c'est quoi la définition? Il n'y en a pas une vraiment rigide, mais on va dire, ils sont pas rentrés dans le casino du venture. Ils sont au pire arrêtés au parking. Ils ont joué peut-être aux machines à sous. Oui, ou au ticket de grattage. Fait un tac au tac. Sans l'open bar de l'alcool. Mais donc, les bootstraps, c'est 60% des exits en France. Ça veut dire que c'est possible d'être un entrepreneur en France, de ne pas avoir beaucoup d'argent, de choisir, et c'est là où il faut faire, c'est qu'il faut avoir l'intention de choisir un business qui n'est peut-être pas VC bancable et que tu ne vas pas aller chercher l'argent chez VC et que tu te dis, je suis mon propre VC à travers mon chiffre d'affaires. Et tu fais ton business. Et il s'avère que toutes les boîtes belles et respectables du CAC 40 ou du SBF français ont été faites de cette manière. Elles n'ont pas de VC. Et il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut avoir, c'est de la patience. C'est pas très flamboyant, quoi. Tu vois, c'est le problème. Ah oui, mais ça dépend. Tu joues pour le glamour, tu joues pour la liberté que tu peux acquérir dans ta vie, tu vois. Cyril, c'est ça, c'est bien Cyril. Oui, c'est Cyril. Là, c'est bon. Bah, tu vois, on peut se dire. Second time founder, il l'a eu. Mais il y a quand même des métiers comme la deep tech où tu as besoin de lever de l'argent. Et en deep tech en France, on en fait aussi, donc il y a aussi des secteurs d'activité. Oui, mais c'est pas les sorties. Le bootstrapping n'est pas une option. Je pense qu'on est quand même à l'origine d'être le pays des libertés. Il y a une génération, et parmi les gens qui ont l'envie d'entreprendre et qui se sentent entrepreneurs dans l'âme, pas parce qu'ils n'ont pas trouvé un job, je sais pas où, et du coup ils disent bon, je vais monter ma boîte. Les vrais, ce que j'appelle, ils sont épris de liberté d'une manière indescriptible. Le pays de la liberté, c'est pas la France, hein. C'est les États-Unis. Alors aujourd'hui, les inventeurs, bon, ça se discute. Hein. Depuis, il y a eu toute une vague d'égalitaristes absolument qui ont remplacé. Mais moi, c'est ce que j'aime dans ces fondateurs-là, c'est qu'ils sont épris de cette liberté. Oui. Ils se battent pour être dedans, pour rester dedans, pour qu'elle fasse en sorte qu'ils restent libres toute leur vie. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est ne regardez pas les opportunités qui s'offrent à vous en France sous le prisme du venture. Regardez-le sous le prisme de l'économie. Et vous allez trouver des tonnes de trucs dingues à faire là où vous êtes. Même pas besoin de venir à Paris pour le faire. Et d'ailleurs, les chiffres le prouvent, vous réussirez mieux que les gens qui lèvent du pognon. C'est le chant des sirènes. Ce que tu dis, c'est génial parce qu'il y a cette espèce de chant des sirènes, désir mimétique qu'on a mis en place. Tu es une start-up, donc tu lèves de l'argent et puis ça va être, ça va être une vie de dingue. Et justement, ce désir mimétique, ou en tout cas ce chant des sirènes, il faut aider les entrepreneurs à en sortir. Il y a un mouvement qui s'appelle Club Bootstrap. J'ai oublié le nom des fondateurs. J'ai oublié son nom. Ouais, oui, non, mais c'est un entrepreneur qui fait ça depuis longtemps. Il a toujours bootstrapé sa boîte. Il va m'en vouloir. C'est pareil. On va pas le mec de l'Emlist. Non, c'est pas lui aussi, il est super. Non, c'est un mec. Ils ont une boîte d'ailleurs qui te permet entre autres d'updater quand t'es un petit commerce sur Google, tes horaires, tout ça et tout. Les gars, ils ont fait dernièrement une manifestation. Il y avait grave de monde et eux, en fait, c'était aussi par réaction qu'ils se sont dit, on va faire un contre-mouvement. On parle pas de nous et on va célébrer ça et on va mettre ensemble. Et ils font un super boulot, donc c'était important vu que tu les mets en avant. C'est les nouveaux pigeons des temps modernes. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, le chant des sirènes de cette startup nation, de tout ça fait que on en oublie aussi les fondamentaux. Et puis moi j'aime bien rappeler aussi que le VC, ou moi ce que j'appelle startup dans le sens VC backed, c'est de l'entrepreneuriat de haut niveau. Ce qui veut pas dire que les bootstraps le seront pas, mais c'est en termes de vélocité, mais c'est vraiment l'entrepreneuriat de très très haut niveau. Et donc ça peut pas être tout le monde. Il y a la Formule 1 d'un côté, et avec des équipes et des moyens qui sont énormes, et puis derrière t'as un mec qui fait du VTT, c'est aussi hyper dangereux, etc. Mais il faut pédaler sur son vélo, et la différence entre les vélos, elle est
Elle est pas énorme quelque part, mais c'est deux sports très très respectables, mais c'est pas du tout les mêmes sports. Moi, je vous propose vas-y, Julien. C'est aussi, on oublie aussi ce temps long. Maintenant, il n'existe plus le temps. Oui, tu vas aller plus vite en Formule 1 qu'en VTT. Et en fait, c'est l'idée que ça prend plus de temps. En 10 ans, quand tu prends le mur en Formule 1, ça fait plus mal que. Ouais, c'est clair. Mais ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Et c'est une des choses d'ailleurs qu'il faudrait que. Moi, je suis. Je pousse vachement dans les conversations que j'ai avec les BPI. Est-ce qu'ils acceptent qu'il y ait des fonds de venture qui soient de 15 ans plus 5 en France? Aux US, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y a même des evergreen aux US. Moi, je suis LP chez Sequoia, c'est un fonds evergreen. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, on ne prendra jamais l'argent. Evergreen. En tout cas, on n'a pas prévu de tout le rendre. Moi, quand je vois les perfs historiques de Sequoia, je suis hyper tranquille. Là, tu vois. Merde. Je suis hyper tranquille. Oui. En tout cas, si eux, ils y arrivent pas, moi, j'arrête de faire ce que je fais parce qu'ils sont comme 1 million de fois plus malins que moi, donc je vais arrêter de faire ce que je fais. Non, le temps long, on a besoin du temps long en France, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vague, donc ça met plus de temps. Et si on donnait aux boîtes 15-20 ans, même des boîtes de venture, il y aurait des histoires très différentes. Le seul problème, c'est comment tu fais justement ces 11% par an? Sur 20 ans, ça donne quoi? Ça fait du x6, je sais pas, je le calcule à l'arrache, mais... Ouais, ça va te faire un peu plus que ça. Tu vois, ça doit... Donc, malgré tout, en fait, il faut... Parce qu'on parle du x3 sur un portfolio qui est la performance minimum, ok, très bien. Et donc, obligatoirement, il y a des billions de dollars compagnie dedans, on peut pas y échapper. Par contre, le truc, c'est que si tu le fais sur 20 ans, c'est quoi le calcul? Parce que justement, cette idée-là de 11%, moi, on est tous ensemble, on est VC, on va avoir des LPs. Si on leur dit, vous savez quoi, le retour... Surtout que généralement, les gens qui ont de l'argent, ils sont un peu âgés. Ouais. Donc, tu vas aller voir, ils ont 60 ans et tu leur dis, je te fais un return dans 20 ans, le mec... C'est le mec de la BPI, ça. Tu fais une blague, mais... C'est eux qui ont l'argent. Et les mecs du fonds européen, c'est eux qui ont l'argent. Tu vois, ça, c'est de l'argent public, ça. C'est et tu te dis, oui, mais aussi, c'est cette histoire de 11%. C'est-à-dire que si moi, j'arrive avec un produit financier, peu importe, ça s'appelle venture ou peu importe, mais je dis, mon produit financier va ramener 6% par an. Par contre, ton argent, elle est bloqué pendant 20 ans. Il y a tout le monde qui va me faire un gros doigt, quoi. Qui va me dire, non, mais... Oui, non, mais alors, écoute, d'abord, il y a besoin de plus de darwinisme dans les fonds, déjà, pour commencer. Deuxièmement, tu as raison, il y a plein de façons de faire. Le truc, c'est que, de nouveau, quand on essaye de jouer au sport venture américain avec la réalité du marché européen, les maths ne marcheront pas. Le sport du venture américain, c'est j'investis dans 10 boîtes, il y en a 2 qui vont faire x10, x20, x30, x100, et les 8 autres, il y en a 4 qui vont être banque ballante et le reste va passer à la poubelle, et dans le fond, j'en ai rien à faire, parce que les 2 boîtes vont tout payer. On n'a pas cette réalité de ce qu'on appelle outsized return aux États-Unis. On voit des chiffres que nous donne Julien, effectivement. Donc les maths ne peuvent pas marcher. C'est pour ça que moi j'ai énormément de respect pour certains GPs de la place qui, alors que les sirènes chantaient de lever des fonds de 250, 400 millions en early, on dit non, moi je sais pas faire à plus de 125 millions, je vais rester là-dedans. C'est déjà 2 fois plus que ce que j'ai essayé de faire la dernière fois, je m'en suis sorti avec beaucoup de transpiration. Moi je sais pas comment on crée 500 millions d'upside en France. Donc si tu apportes le raisonnement de ces gens-là, et si tu vas voir ces gens-là qui sont avec des noms et des prénoms qu'on connaît, tu vois, si tu parles avec Jean-David, si tu parles avec Guillaume Aubin, si tu parles avec Charles de Tourneur, si tu parles avec eux, ils ont une vraie dose du private equity dans leur VC. Et le private equity, la règle numéro 1, c'est on perd pas de pognon. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la règle numéro 1. Ouais. Et donc, si tu fais des fonds où tu pars du principe que non, il y en a pas 8 qui vont à la casse et il y en a 2 qui payent tout, mais tu dis, il y en a 4 qui vont à la casse et il y en a en fait 6 qui rapportent quelque chose qui va être entre x1,4 et x7 parce que le x20, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand même très rare, etc. Mais tu fais tes calculs et que tu te dis que là, 40% du pognon que t'as, c'est quand même l'argent du contribuable. Donc, tu vas voir le mec qui t'a donné l'argent du contribuable, il dit, bon, écoute, on se tient par la barbichette et on se raconte des salades. Tu t'en fous d'avoir du retour sur ton pognon, vu que tu fais des emplois. Donc, on va donner des distributions de pognon différentes que je n'invente pas. Jack Ma le fait dans SoftBank. Les LP sont pas tous logés à la même enseigne sur la distribution de l'argent. Donc, on peut tout à fait faire ce genre de deal. Plutôt que de se la raconter, t'arrives à faire tes x6. Mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, parce que c'est très français, parce que dire le next frontier, c'est deep tech. Le venture aux États-Unis, ça a commencé dans le deep tech. Ouais. C'est l'origine, c'est pas le futur. Et moi, ça me rappelle un peu le What Happened to the Future, le manifeste qui est écrit sur. On enregistre là en ce moment. Ah pardon. Il faisait une règle. On est reparti là. Je pensais qu'on mangeait les tapas. On n'est pas dans Off the Record. Moi, j'attendais le flamenco. C'est un peu comme dans Off the Record. On sait pas quand est-ce qu'on enregistre. Il y a un texte qui moi m'a interpellé très profondément dans ce que je fais, dans le métier que je fais, qui est sur le site de Founders Fund, de Peter Thiel, et qui s'appelle What Happened to the Future, dont a été extrait le fameux on nous a promis des voitures volantes et on a filé 140 caractères. Et en fait, lui, il exprime tout son désarroi de voir en fait à quel point on fait pas de la vraie tech. La majorité du pognon va c'est de la tech parce que c'est du soft, mais c'est pas ce que c'était à l'origine. À l'origine
de la Silicon Valley, c'était des semi-conducteurs, c'était du hardware, c'était des serveurs, c'était des systèmes de racks parce qu'il n'y avait pas de cloud. Et moi, je me souviens, la première boîte que j'ai montée, 80% de mon temps, c'était des problèmes de hardware. Mais je pense qu'on va revenir à ça. Ça a été tout. Là, je pense qu'on est en train de revenir. Et là, on est en train de revenir à ça. Et moi, je trouve ça formidable parce que en France, pour le coup, de nouveau, je voudrais donner, il faut qu'on donne des trucs quand même qui donnent envie encore parce que c'est possible. Il y a que 5 industries dans le monde dans laquelle la France a 4 acteurs dans le top 50. Il y en a que 5, ok? Le luxe. Oui. Le fromage. C'est pas une industrie. Le luxe, la beauté et la cosmétique, l'aérospatiale et la défense. D'accord? Donc, après, on peut continuer. Il y a le gaming. On n'en parle pas beaucoup. Je vois pas beaucoup de fonds de venture Avec Ubisoft et tout ça. Absolument. Assassin's Creed, c'est quand même une franchise en milliards d'euros, hein. Et c'est pour ça qu'à juste titre, d'ailleurs, on a valorisé le personnage pendant les Jeux Olympiques, le fameux homme masqué, hein, c'est Assassin's Creed. Hein. Le dernier. S'il n'y a pas Schneider Electric, ça vaut cher, Schneider Electric. Non, mais Schneider Electric. Alors, il y avait l'énergie, mais en fait, ça c'est un peu Schneider Electric sont pas français, hein. Ils sont pas français. C'est Legrand, hein, qui est français. Ouais. Schneider Electric, c'est des Allemands, hein. C'est des Allemands. Il y avait l'automobile. Et donc, en fait, maintenant, ma mémoire me flanche pour le 5e, mais donc je voudrais revenir à l'aérospatiale et à la défense. On a un écosystème qui existe depuis bien avant le venture qui s'appelle Toulouse, où ils ont fait des trucs absolument extraordinaires que le monde entier nous achète, dont les Américains. C'est pas la pharma, ça? Sans aucun. Non, la pharma est quasiment plus française, malheureusement. La deep tech, c'est dans l'ADN, non pas de l'écosystème de la tech française, mais de l'écosystème économique français. Et il y a des tonnes de choses à faire là-dedans. Et il y a des choses qui se font d'ailleurs là-dedans, qui sont remarquables, hyper intéressantes. Qu'est-ce qu'elles vont arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je les trouve vachement passionnantes. Ce que fait Éloi Guillotin à faire des avions à l'hydrogène, c'est absolument fantastique qu'il se soit lancé là-dedans. Il y a des boîtes de spatiales qui font des trucs de fou. Il y a des gens que moi j'ai dans vu l'espace aussi, hein. Dans l'espace, vachement intéressant. Et moi j'ai vu deux gars à Toulouse qui font des exosquelettes de réhabilitation de gens qui ont eu des AVC et qui n'arrivent pas à remarcher, qui sont absolument fantastiques. Fantastique. Il y a des choses fantastiques qui se font. Et c'est de la vraie économie pour le coup, tu vois. Ouais. Ça sert à quelque chose, ça a un vrai usage, etc. Exactement. Mais en fait, quand je t'entends parler, je me dis, est-ce que le problème, c'est pas Paris? Est-ce que c'est pas ce que toute la province a toujours pensé de Paris, je la Révolution française. Mais non, mais est-ce que le problème, quand je dis Paris, c'est ce côté un petit peu folie bergère, quoi. C'est-à-dire ce côté un petit peu fête qu'on a fait de la tech aussi quelque chose c'est des soirées, c'est des événements, c'est des attitudes, c'est des façons de parler, c'est des façons de parler. Et la cour du roi, ouais. Avec un roi et une cour autour, etc. Qui est même le roi de la Startup Nation, le roi d'ailleurs. Ouais, exactement. Et cette Startup Nation dont on nous a tant. Et puis moi, ce que je constate aussi, c'est que à l'inverse, par exemple, de la Silicon Valley et dans toutes les boîtes que tu cites, je suis sûr que ce n'est pas du tout le cas. Mais ces startups parisiennes, elles sont très trustées par les écoles de commerce. C'est pas des ingés qui sont à la tête de ce truc-là. Ce sont des gens qui sortent de grandes écoles de commerce et qui ont un profil, une attitude, une culture qui est très différente. Bon, je vais y aller parce que moi j'en sors d'une école de commerce. Bah oui, désolé. Puis en plus, c'est pire que ça. Partenaire chez McKinsey. Et en plus, il était partenaire chez McKinsey. J'ai imaginé, tu coches toutes les cases. Mais les boîtes dont tu parles qui sont géniales, par exemple cette boîte qui fait les exosquelettes ou des choses comme ça, elles sont pas à Paris. C'est des ingénieurs. C'est des ingés à la tête de des vrais, c'est-à-dire ceux qui mettent les mains avec des outils. On les voit pas dans les soirées, ou beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. C'est des builders. J'ai envie de vous amener sur un autre sujet qui est le dilemme de la souveraineté. C'est-à-dire que moi j'entends beaucoup dans les discours publics et chez certains intellectuels ou certains leaders de la tech nous expliquer que et c'est pas un problème les entreprises dont tu parles là, plus industrielles, plus hardware ou vraiment deep software ne sont pas sur ces sujets-là de souveraineté. Mais il y a quand même un discours qui est de dire il faut qu'on remplace les logiciels américains ou les plateformes américaines avec des alternatives, etc. Et moi venant des États-Unis, quand je les entends me dire ça, j'ai l'impression de voir Don Quichotte. Mais c'est wishful thinking. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette question de souveraineté? Il y avait Michel Lévy-Provençal. Je vais passer un extrait qui est passé sur BFM, qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, où il a expliqué qu'on dépense des milliards de dollars, d'euros en l'occurrence, pour
créer et investir dans des projets qui vont soi-disant permettre de nous reprendre de la souveraineté, alors qu'en fait, on fait une erreur fondamentale, c'est de l'argent foutu par les fenêtres parce que le consommateur n'en veut pas et que on a un tel décalage avec les Américains que c'est illusoire et que lui, en gros, il dit on ferait mieux d'abandonner ce truc-là et fabriquer des applications par-dessus les plateformes qui existent. Le professeur est en train de fumer là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de... Je le sens, il y a une chaleur à côté de moi. Il est prêt à... Alors, je vais répondre si c'est le moment, mais Vas-y. Pour moi, il y a un problème de souveraineté en Europe qui est incontestable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Au niveau des infrastructures ou au niveau de la data? Au niveau de plein de choses. Si tu prends l'AI, par exemple, aujourd'hui, on est totalement dépendant de l'AI américaine, pas chinoise parce qu'elle s'exporte pas. Et l'AI, c'est quand même des enjeux de souveraineté qui sont absolument considérables. Et aujourd'hui, on est les vassaux des Américains. Et s'ils nous coupent accès à ces plateformes, à cette technologie, on devient sous-développé. Mais ce qui est le cas. Donc c'est pas un petit sujet. La réglementation ne nous autorise pas, soi-disant, à utiliser les outils. On a cru que les Américains allaient faire l'effort de changer. Ils ont dit, allez vous faire voir. Donc on s'est coupé nous-mêmes les accès. Oui, on s'est coupé l'accès. Donc le problème, c'est qu'il y a des vrais enjeux de souveraineté technologique, incontestablement, et que nous, on est drivé par l'État stratège, qui pour moi est ce qui tue notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État veut se mêler de tout. Et par nature, donc, y inclut la tech. Voir le BPI et voir tous ces trucs-là. Or, le seul moyen, c'est pas d'avoir un consensus européen qui dirait on va faire quelque chose pour avoir de la souveraineté, parce que ça, c'est juste du blabla, ils font rien, il y a qu'à voir ce qu'ils font. Il faut laisser le marché se développer tout seul. Il faut libérer le marché. Il faut laisser les entrepreneurs faire leur métier tout seuls, qu'ils réussissent ou pas. Donc il faut enlever la réglementation. Alors il faut pour libérer le marché, ça veut dire déréglementer. Il faut par exemple garder la régulation, oui, mais peut-être pas de la réglementation. Regarde les charges patronales aux États-Unis. Moi j'avais 6,5% de charges patronales. En France c'est 45%. Donc en termes de compétitivité, si tu veux, déjà c'est un énorme boulet que tu portes avec toi. Donc on a capacité en Europe à créer des cerveaux en capacité à créer des technologies de demain, incontestablement. Tout ce qui est très grande école en mathématiques, en ce que tu veux, on a ce qu'il faut, on a les gens. On a les gens qui ont envie aussi, on a des entrepreneurs extraordinaires dans ce pays. Mais on a un État qui veut s'approprier et leur succès, pas leurs échecs évidemment, c'est clair. Et ce qu'ils font. Et ça c'est catastrophique. Donc moi je suis un libéral total là-dessus en disant laissez faire les gens, soyons darwinistes, et c'est de là que naîtra quelque chose. Et pour autant que ça soit un enjeu souverainiste, à ce moment-là, on peut se poser la question. Mais on l'a eu, cet enjeu, on l'a pas fait. Je prends l'exemple de Mistral. Mistral, moi, ils m'ont épaté parce qu'en fait, ils ont fait un truc qui était pas loin d'OpenAI avec beaucoup, beaucoup moins de moyens. Avec rien. Et je me suis dit, tiens, voilà une technologie qui pourrait être une technologie européenne, qui pourrait être une alternative à OpenAI, qui est un enjeu extrêmement stratégique. Moi, j'aurais été à la place de ces gens-là, qui sont tous des incompétents notoires. J'aurais dit, OK, moi, je mets 5 milliards, tu mets 5 milliards, tu mets 5 milliards, on met 15 milliards. Prends 15 milliards, fais quelque chose. On regarde pas ce que tu fais, on veut juste que tu développes. L'enjeu, il est européen. Par contre, l'enjeu est européen. Et il aurait peut-être fait quelque chose. Voilà. J'ai une stat pour vous. En 2024, justement, Mistral financé en partie par des VC américains, mais sérieusement, on n'est pas en train de parler, c'est pas l'épaisseur des traits. Une stat, en 2024, 67% des exits des startups européennes, donc on a vu qu'elles n'étaient pas non plus nombreuses, mais en tout cas 67% de ces startups européennes qui ont migré notamment aux États-Unis ont profité à des VC ou à des entreprises américaines avant tout. Donc là, ça aussi c'est un enjeu de souveraineté, quoi. Quelque part, c'est que on crée des boîtes, on les finance. On a ce fameux mur où on n'arrive plus à les financer et les Américains arrivent à ce moment-là pour les financer. Surtout sur le late stage. Sur le late les stage. gros tickets 50 ou 100 millions. En série B, maintenant, série A, série B, on voit les Américains arriver. 55 millions, c'est vraiment le gros problème qu'on a. Et elle se barre aux États-Unis souvent, parce que les limites du marché local, etc. Et à la fin, qui est-ce qui gagne? C'est les Américains qui... Oui, mais moi, je me mets dans les choses des fondateurs et ils ont raison. C'est tout, c'est-à-dire que... Non, ils ont même pas le choix. Ouais. Oui, et alors... Moi, je respecte énormément ceux des fondateurs que je connais qui ont une vraie question personnelle, de valeur philosophique, parfois spirituelle, d'attache avec soit la France en particulier, l'Europe, et qui, pour eux, il faut qu'ils restent, c'est une forme de trahison, etc. Je le respecte énormément parce que c'est une question de conscience. Voilà. Et puis, il y a des... Les patriotes.
Oui, mais c'est même plus large que ça. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait débattre pendant très longtemps ici, tu vois, de l'avenir de l'Europe, de l'importance de l'Europe, de son rôle dans le monde, par rapport aux différents pôles qui se créent, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas une forme d'hypocrisie? C'est parce qu'il fait quand même très bon vivre en France aussi. Hein. Non, je pense pas que ce soit une hypocrisie. Tu sais, il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit le problème des entrepreneurs français qui et on l'a bien vu nous avec Pierre, avec The Refiners, quand ils arrivent aux États-Unis, ces entrepreneurs français ou entrepreneuses sont des gens avec un immense talent qui souvent ont fait des écoles et qui font partie des élites françaises. Donc, en gros, ce sont des saumons qui ont remonté le courant. Et c'est dur pour un saumon de remonter le courant. Et là, on les amène dans la Silicon Valley et on leur explique non, mais tiens, voilà un nouvel estuaire. Et encore tu arrives, comme on dit à Marseille, t'es dégain. T'es dégain. Voilà, c'est ça. Comme ça. Tu recommences et il faut que tu recommences et que tu remontes le courant, etc. Et souvent, et nous on l'a vu, hein, on peut donner les stats sur 57 startups qu'on a eu chez The Refiners, qui était un programme d'accélération où on les acculturait au monde. Et les 57 voulaient venir s'installer dans la Silicon Valley, n'en sont restés que 8. Hein. Moi, une chose qui me frappait, c'est qu'à chaque fois que je revenais ici, que je voyais mes copains, ils passaient leur temps à râler. Bon, c'est quand même le sport national français, mais mes copains, c'est des gens qui avaient quand même fait des belles écoles, des bons diplômes, travaillé dans des bonnes boîtes. Et moi, je leur disais, mais pourquoi tu restes? Si tu passes ton temps à râler de là où tu es, donc pourquoi tu restes? Mais parce que c'est plutôt confortable, la vie est sympa en France. Bah, ils avaient plein de réponses qui étaient des gens sont beaucoup plus jolis, par exemple, qu'à San Francisco. Moi, je suis ébahi, je regarde les Français, je viens à Paris, je trouve tout le monde beau, alors que moi, je suis entouré de gens moches à San Francisco. Après, quand même, quand tu regardes le pays, moi, je suis revenu il y a 4 ans et j'ai vécu 17 ans en Californie. Il y a de quoi râler. Il y a beaucoup de privilèges. Non, c'est pas ça. Non, je m'explique. Il y a beaucoup de privilèges dans ce pays. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté, de gens smart, de gens qui sont authentiques, qui ont envie de faire des choses dans le bon sens. Et on a quand même un système étatique qui est absolument pathétique et qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi, c'est de la médiocrité. Tu vois, la médiocrité, c'est de ne pas exploiter ses privilèges. Voilà un pays qui a beaucoup de privilèges et qui est extrêmement médiocre. Et c'est intimement lié aux politiques qui nous gouvernent. Et ça fait râler. Tu récupères les passeports français en sortant d'ici ou pas, toi? Et ça fait râler. J'ai bien fait de la nationalité américaine. Hein, tu te dis, il y a des choses qu'on pourrait faire extraordinaires dans ce pays, et t'as envie de les faire, parce que c'est aussi, t'as un attachement patriotique, ou comme tu veux le nommer, je m'en fous, à ton pays, tu dis, je peux aussi aider. Et en fait, tu te dis, non, de toute façon, l'État est tellement prégnant et tellement mauvais qu'en fait, ça le fera pas. C'est hyper râlant. Mais je trouve que c'est vachement important qu'on dise ce qu'on est en train de dire là, parce que bien évidemment, je le sais, la pensée correcte va nous dire qu'on est des ennemis et des traîtres à la nation et que on souffle pas dans la direction que quelques-uns nous ont donnée et qui est la direction du parti, quoi, quelque part. Ouais, c'est le mainstream. Le mainstream. C'est mainstream qui existe dans tous les pays, dans tous les groupes. Exactement. Exactement. Or, ce qu'on est en train de dire là, c'est que c'est pas parce qu'on souffle pas dans cette direction qu'on ne pense pas, et vous l'avez très bien dit, d'abord, ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre pays, ça veut pas dire qu'on croit pas en notre pays, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des forces vives qui sont disponibles, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités sur le territoire, mais elles ne sont pas là où on a mis de la lumière. Et avec aussi des élites qui quelque part se font des bisous entre eux en disant on est des élites, si t'es une élite, t'as une responsabilité, et par rapport à ça, ta vie, elle va être dure, et elle doit pas être plus confortable parce que tu fais partie de l'élite. Et c'est là où il y a ce 2 poids 2 mesures qui est un peu emmerdant. Il y a de la médiocrité, il faut le dire, et surtout les entrepreneurs sont... Cette couche d'élite qui est très importante et qui est effectivement très forte en France, avec des profils qui sont juste exceptionnels, mais c'est une couche qui est très très fine. On vient de voir les résultats en maths de la France, qui finit quand même dernière. Alors, quand tu entends d'un côté... c'est gâché, quoi. Clara Chapaz était à San Francisco il y a 2 semaines, et elle expliquait devant un parterre d'entrepreneurs français et américains que la France a les meilleurs mathématiciens, etc. Et c'est vrai que dans cette élite-là, on a des profils absolument exceptionnels. Ce qu'elle oublie de dire, c'est que la couche est très fine et que la plupart ont entre 40 et 60 ans. C'est-à-dire qu'en plus, c'est compliqué à renouveler cette élite-là parce que derrière, on a un gros gap, quoi. Il y a un chiffre pour ça. Tu prends l'exemple des maths. Moi, cette étude, elle m'a. C'est déprimant quand même. Moi, ça m'a fait très très mal. Mais le chiffre, il est connu. L'école normale supérieure, c'est la 2e source de médailles Fields dans le monde après le MIT.
Et la médaille Fields étant, pour nos auditeurs qui peut-être ne le sauraient pas, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques qui n'existe pas. Et tu sais combien de mecs rentrent à un homme par an en maths? 25. Donc tu vois, effectivement, il y a tous les CM1 de France qui sont les derniers de la classe, et il y a 25 mecs qui peuvent prétendre au prix Nobel équivalent en mathématiques. Donc la couche, elle est très 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 fine. Le marché dans le monde occidental, parce que t'es pas éligible à la Chine, je suis désolé, sauf rares exceptions que j'ai toujours pas trouvées. Même là, non. Le marché où tu as le plus de chances, théoriquement, de faire ce que tu veux faire, ça s'appelle les États-Unis d'Amérique. Alors justement, tu me fais une parfaite transition. Je vous propose, on en a parlé en introduction, qu'on parle justement de ces Français qui, eux, ont fait le saut américain. Tu m'as dit que tu les avais étudiés, qu'il y a peut-être des patterns. J'en ai aidé quelques-uns à partir. Voilà. Et nous aussi, on l'a fait avec The Refiners et on continue de le faire. On va se poser la question justement de quel est l'effort à produire pour partir aux États-Unis et jouer parmi les Américains. Donc s'installer aux États-Unis, c'est un défi. C'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de gens qui, on parle souvent de ceux qui réussissent, mais ils sont très nombreux à se casser la figure. Donc c'est quoi la recette? D'accord. Alors les États-Unis, je le dis en anglais. D'ailleurs, on devrait parler en américain maintenant, parce que ceux qui s'intéressent aux États-Unis, si je parle pas américain, déjà, c'est pas la peine. Et le problème, c'est pas votre accent, il faut leur dire. Le problème, c'est votre anglais. C'est votre anglais, oui, absolument. À la limite, l'accent, il est charmant et sympathique. Si vous êtes célibataire, fille ou garçon, ça vous aidera. America, c'est 10x greater, 10x harder. Et ils disent il y a pas de free lunch, donc tu peux pas aller là-bas en pensant que ça va être vachement plus facile. No pain, no gain. No pain, no gain. On peut sortir tout un truc. Moi, je vais prendre un petit exemple tout bête, extrêmement pratique, que tout Français qui veut aller, ou tout étranger qui veut aller entreprendre aux États-Unis va se confronter immédiatement, c'est le visa. Le principal visa qui marche pour les entrepreneurs qui vont aux États-Unis s'appelle le O1. Le titre exact de ce visa au niveau de l'administration de l'immigration américaine, c'est pour les Extraordinary People. Abilities. C'est le visa que Albert Einstein a eu pour entrer aux États-Unis. Donc, pour que tu aies un visa et que tu aies le droit de vivre aux États-Unis, d'y bosser, il faut que tu sois considéré être quelqu'un qui a des extraordinary abilities. Par définition, de extraordinary, c'est pas pour ordinary people. Donc, il faut déjà comprendre ça comme ça. D'accord? Les États-Unis, c'est la terre de l'entrepreneuriat, de la liberté, the land of the free, bring me your poor, your hurdle masses, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Il faut être avec des extraordinary abilities. Et donc, du coup, ça vient de réduire toutes les 60 millions de Français à quelques centaines de milliers. Mais j'ai envie de te dire que pour monter une start-up, il faut être extraordinaire. Absolument. Ce qu'on perd en France, c'est que tu peux ne pas être extraordinaire et avoir des subventions, et puis être GEI et je sais pas quoi et tout, et t'en sortir et grappiller pendant 3 ans et faire un truc. Donc il faut des extraordinary abilities. Moi, ils les cherchent, d'ailleurs, les États-Unis. Ah oui. Si effectivement tu as ces extraordinary abilities, pas me vanter, mais il se trouve que j'ai eu un visa O1. Moi aussi. Pierre aussi. Donc, moi, je peux voler, en fait. Voilà, exactement. Donc, moi, ce sont des abilities physiques dont je ne parlerai pas. Mais en fait, ils m'ont dit que c'était la tchatch. Non, c'est purement physique, anatomique, même. C'est le vélo. Non, je plaisante, mais tu as absolument raison. Les Américains recherchent ces profils-là. Oui. Ils ont même des scouts dans le monde qui vont chercher les gens. Exactement, qui vont chercher les gens. Donc, c'est ce que Sarkozy a essayé d'appeler l'immigration choisie, mais il a eu du mal à l'expliquer. Ouais. Mais c'est comme ça que ça marche. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'avoir des extraordinary abilities du point de vue de vouloir entreprendre en étant VC-backed? On va partir de cette population-là. Il y a plein d'autres façons d'aller aux États-Unis avec des extraordinary abilities, être sportif, top modèle, tout ça. Ce que t'as fait, Carlos. Ça y est, les gens vont le croire. Les gens vont le croire. Mais de te voir en vrai, c'est extraordinaire, je veux dire. Tu sais de quoi je parle. Exactement. Pour monter une boîte n'importe où dans le monde, il faut être bancable. Il faut être très bancable. Il faut pas être très bancable uniquement par l'argent. Il faut être bancable par les talents. Il faut être bancable par les clients, et les premiers en particulier. Il faut être bancable par les meilleurs partenaires que tu peux avoir. Il faut être bancable. La bancabilité aux États-Unis pour des étrangers en général, déjà, n'échappe pas à la réalité de la bancabilité des Américains pour les VC américains. L'écrasante majorité de l'argent des VC américains et des unicorns américaines sont faites par des gens qui sortent de Harvard, Stanford, Princeton, MIT
Et il m'en manque une. Columbia. Non, même pas. UPenn. Carnegie Mellon, peut-être. Je crois pas qu'il soit dans le top 10. Donc, Berkeley. déjà, les Américains Berkeley. réfléchissent comme ça. Les Américains réfléchissent comme ça. Comme en France, on réfléchit comme ça. Oui, Polytechnique, etc. Donc, pour eux, HEC. ils font comme ça là-bas. Le système français d'éducation, ils ne le connaissent pas. Alors, on peut détester ça jusqu'à la fin de l'univers, mais c'est la réalité, ils ne le connaissent pas. Non, mais Et ils Polytechnique, commencent- c'est pire, c'est que Polytechnique veut dire IUT. Hein. Pour eux, ils comprennent quand Oui, on dit ils comprennent pas le Polytechnique. concept, exactement. Et le concept pour eux, c'est comme si ça veut dire Il y a de la chance, c'est que c'est comme dans la cordée, dans la montagne. Il y a déjà des Français qui sont allés, qui ont fait un boulot, Oui. qui ont inscrit des choses dans le mental. Pas que des VCs de nouveau. Si tu veux recruter les meilleurs ingénieurs du MIT, tu veux recruter les meilleurs Indiens qui sortent de Harvard. C'est ce que tu veux faire si tu veux faire une super boîte de soft ou d'autres choses. Et donc, eux, ils ont commencé à comprendre que, en gros, il y a 3-4 écoles en France. Ça a l'air d'être des gens qui touchent. C'est Polytechnique, Normal Sup, Centrale et Télécom Paris. Ça, ils commencent à comprendre. M'en voulez pas si vous n'êtes pas de cette école-là, c'est pas moi, je vous dis juste comment les mecs pensent. L'Université de Limoges, Camille Guérin, non, ça... Ça, malheureusement pas. Ensuite, Les il y mines a- non plus? non, très peu, parce que les mines, c'est mines. Et si tu me permets, je vais dire à l'américaine, what the fuck do you have to do, venant d'une mine, à faire du software? Ils ne comprennent pas cette logique. Bah, s'il y a de l'or dans la mine, c'est pas mal, quoi. Ouais, peut-être. Donc, ils ne comprennent pas. Il y a et donc, il faut, je viens de donner que des écoles techniques, parce que pour les Américains, on back des technical founders. Ouais. C'est le principe de base, On c'est ce disait qui tout à manque en l'heure. France, manque en France terriblement. Ouais. Et donc, être technical sortant d'une super école. Quelles sont les autres possibilités si t'as pas ça en main? T'as la possibilité de Florent que t'as cité au début. Florent, il était 4 ans chez Uber On parle de qui, là? à San Francisco. Florent qui? Cervelo. Cervelo. Il était 4 ans chez Uber à San Francisco. Il n'est pas parti de France à d'accord. démonter sa boîte. Oui. Et il était software engineer chez Uber. Il est monté dans Non, la et grille. tu sais qu'il est arrivé D'abord, c'est moi qui l'ai fait venir. Ah bah, C'est le super. premier employé, c'est moi qui l'ai ramené de France. Il m'a posé sa dème, il est parti chez Uber. Magnifique. Et donc, en fait, si tu Donc, as... il avait travaillé pour un extraordinaire. Non, mais j'ai fait école. partie de la cordée. Ouais, il a Il commencé fait partie de la Il a cordée. commencé par travailler pour quelqu'un d'extraordinaire. Donc, Absolument. si tu as Merci. un label que les Américains comprennent comme étant un super label et qui remplace le fait de ne pas avoir ces labels-là, c'est super. Ces labels sont pas Microsoft Europe. Ces labels, c'est Uber, Stripe. C'est les boîtes US. C'est des boîtes US, mais c'est des boîtes, les nouvelles boîtes. C'est ce qu'on appelle le new tech par rapport au old tech. D'accord. Donc ça, c'est un label qui est en place. Et La c'est pas troisième- parce que tu as bossé chez Microsoft en Europe que tu qualifies. Mais non, pour eux, Microsoft, ils ont pas les meilleurs Microsoft en Europe. Les meilleurs Microsofters, ils sont à Seattle. Donc, en Europe, c'est des vendeurs parce qu'ils fabriquent pas grand chose Microsoft en Europe. Et donc, si tu viens d'un espace où, en fait, on fait du bizdev, t'es pas un technical founder. Après, on peut discuter pendant des siècles. Le problème, c'est que, et ça, c'est un truc que je dis aux fondateurs, c'est quand t'envoies ton mail, t'as pas encore eu le temps d'expliquer ton explication à toi de tous les doutes que le mec a. Donc la série, ce que tu es en train de dire, c'est que une des bonnes façons d'y aller, c'est de montrer son exceptional ability Ouais. et d'aller avant Extraordinary, c'est encore ouais, plus fort. Hein. extraordinary ability et plutôt que d'aller monter sa boîte, déjà commencer par aller bosser pour une new tech. Très bien, c'est une très bonne façon de le faire. C'est pas nécessaire, mais c'est une très bonne façon de le faire. Et il y a une autre chose, plein d'autres choses qui sont des très bonnes façons de le faire. Aujourd'hui, Polytechnique a des accords de master avec Berkeley et Stanford, parmi les meilleurs fondateurs français des États-Unis aujourd'hui qui font des boîtes de tech. Ils étaient là-bas, ils sont restés. Mais t'as un label Stanford, donc là tu discutes plus personne discute avec toi. Hein. Aux États-Unis, c'est fait, c'est fini. Sciences Po aussi. T'es avec arrivé Columbia, dans l'aventure. et- Voilà. Il y a des PhDs. Tu peux faire un doctorat. On a des doctorats, des accords de doctorants avec, par exemple, Cambridge et Oxford. Oxbridge, c'est connu par les Américains. Donc, c'est très respecté. Les doctorants dans certaines facs canadiennes, c'est respecté par les Américains aussi. Donc, il faut que tu aies un profil bancable sur le papier. Puisque ce que t'envoies au début, c'est un bout de papier. Enfin, c'est ton LinkedIn. Si tu n'as pas ça, va bosser dans des boîtes type Uber, Stripe, etc., mais fais du technical, c'est-à-dire si t'es bizdev de Stripe pour le SMB de je sais pas quoi, ça va pas vraiment cut the cut, malheureusement. Et l'autre chose que tu peux avoir fait, et là c'est très rare, c'est que tu as monté une boîte en Europe, que la boîte elle a vraiment fait quelque chose à la finish line et que les logos que tu as, c'est des logos que les Américains comprennent. Donc Genre si tes logos... Index Venture, des Voilà, choses comme ça. Index, Axel, ou bien t'as réussi à vendre des trucs t'as vendu des trucs à Apple, t'as vendu des trucs à Uber, etc. T'as pas les logos de Aéroport de Paris, Saint-Gobain, La Poste et tout, c'est très bien, mais eux ils comprennent pas, ils pensent que c'est North of Africa, donc t'es mort. Donc il y a un profil robot qui a plus de chance. Et par Portrait ailleurs, robot de l'entrepreneur. C'est intéressant ce que tu dis. Pierre, tu valides ce portrait robot? Est-ce qu'il y en a un autre? Pas totalement, parce que ça s'inscrit presque dans une tradition française que tu viens de décrire. C'est-à-dire qu'on met les gens dans des boîtes en disant t'as fait telle école, tel machin, etc.
Mais c'est ce qu'ils font eux, pardonne-moi de t'interrompre. Je pense que les Américains sont pas que comme ça. Je les connais un petit peu aussi. Je pense qu'il y a effectivement une puissance de l'école, notamment Stanford, mais pas forcément parce que tu as fait Stanford, mais parce que tu as un réseau de gens qui sont déjà en place dans d'autres endroits et qui aident. Mais c'est pas forcément l'école. Et tu peux ne pas avoir fait d'école et réussir. D'ailleurs, la plupart des grands entrepreneurs américains sont des drop-off. Tu parles de Bill Gates, tu parles de Steve Jobs, tu parles de... Oui, ils sont pas des drop-off. Ils sont pas des drop-out Mais je suis obligé de t'interrompre, Pierre, pardonne-moi. C'est parce que tu parles d'Américains. Et moi, je te parle de gens qui sont pas Américains. Ouais. Et les Américains regardent pas les pas Américains comme ils regardent les Américains. Okay, moi, ça se voit tous les jours à la télé. Hein. Ouais. Tu parlais d'école. Moi, je pense que l'école est pas forcément un critère. D'ailleurs, Google, aujourd'hui, ne considère pas l'éducation comme un critère dans les embauches. C'est nouveau depuis quelques années. Parce qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas de corrélation de performance en fonction des études. Par contre, là où je te rejoins, c'est que je considère que les pure players qu'on a aux États-Unis, donc les Google, les Microsoft, etc., sont absolument essentiels dans leur rôle d'éducation. C'est eux qui forment les entrepreneurs de demain. Parce que tu vas dans une boîte comme Google, tu vois un système, tu apprends très très vite sur plein de systèmes. C'est pas un corporate classique comme en Europe. C'est un playground avec des gens qui ont un bon niveau aussi. Là, tu montres en compétences de manière extraordinaire et tous les gens qui après montent des startups ont d'abord été dans ces boîtes-là où ils ont appris à se structurer mentalement et à comprendre comment ça fonctionnait pour après monter des boîtes. Nous, on l'a pas, ça. Chez qui on va pour apprendre quelque chose en France? Ça n'existe pas. En Europe, tu as l'équivalent pour Penny Lane, Arthur Waller avec Booking. Comment ça avoir des trucs? Ce qu'il a vu à Booking, c'est totalement incomparable. La casquette, il s'est dit waouh, ok. Si vous êtes Mistral, ils sortaient de DeepMind, ils sortaient de Meta, ils ont appris des trucs, ils le reflètent. Non mais si vous voulez faire du B2C, vous allez chez Airbnb, vous allez gérer des communautés de plusieurs centaines de millions de gens. Ça n'existe pas. Chez Meta ou chez Facebook, Instagram. Donc si tu veux, on a quand même des niveaux d'exécution aux États-Unis qui sont extraordinaires. Et c'est là où on apprend le plus. Et là, effectivement, il y a un chemin vers l'entrepreneuriat qui est hyper important. Le deuxième truc que j'ai envie de te dire, c'est que n'oublie pas les repeat founders. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le repeat founder, c'est pas un animal rare. Il y en a plein de gens qui ont fait plein de boîtes. En Europe, c'est beaucoup plus difficile, comme tu l'avais expliqué. Le repeat founder est un critère absolument essentiel parce que le VC sait de toute façon que si tu as déjà fait quelque chose, tu as appris plein de trucs. Et si en plus tu as été successful, c'est encore mieux. Donc, mais est-ce que vous êtes en train de dire que ce critère éducatif, c'est ce que je veux dire. Non, mais mettez-vous à la place de nos auditeurs puisque je sais que dans l'Hacienda, dans la communauté, c'est une conversation. Il y a plein de jeunes dans la communauté que j'entends souvent dire mais moi je veux partir aux États-Unis. C'est simple, tu fais Polytechnique, tu fais MIT pour finir et tu te fais embaucher par Google et après c'est bon. Donc on est d'accord. Voilà. Je rigole. Non mais ça, je sais pas combien de personnes dans l'Hacienda qualifient à ça. Or j'en vois beaucoup plus. Est-ce qu'il faut leur dire moi je ne qualifiais pas à ça. Il y a un autre toi non plus dire tu qualifiais pas à ça. J'étais quand même extraordinaire. Hein. Non, tu étais extraordinaire mais je te rappelle que c'était une autre époque. Ah d'accord, tu vas nous dire qu'on est vieux. Je me mets avec vous, mais c'est pas vieux. T'es jeune depuis plus longtemps que les mecs qui t'écoutent. Voilà. Et c'est bon ça. T'as un exemple également que on parle jamais de lui, on le connaît très bien avec Pierre, c'est Fred Lalluyo, qui était passé par les business objects, parce qu'on a oublié quand même, il y avait business objects à une époque, c'est aussi un peu un ovni, voilà, et qui est passé par ces business objects, SAP, qui a monté, qui a été dans ces catégories leaders et qui a pris des postes très hauts chez ces catégories leaders et qui ensuite va être débauché par les VC, alors qu'il s'appelle Frédéric Lalluyo, c'est avec, mais ça fait des années qu'il est aux États-Unis, qu'il comprend le marché et qui va créer ensuite Anaplan, quoi. En fait, Anaplan, c'est je sais pas combien de milliards en bourse, hein, donc ça existe. Et il y a aussi un Jonathan Cherki, en ce moment, Canton Square, qui est sur une valorisation de plus de 7 milliards aujourd'hui. Olivier Pommel, 35 milliards avec Datadog. C'est une histoire de fou. Tous, alors si tu regardes... Miracle aussi, qui montre toutes ces boîtes-là. Moi, je les ai faites une par une, les fameuses 17 licornes, 23, etc. J'ai pris tous les fondateurs, j'ai regardé d'où viennent tous, dans toutes ces boîtes. Il y a au moins un fondateur parmi les Français qui répond au portrait robot que je t'ai donné, et ils font tous du B2B. Bon voilà, c'est la fin de cet épisode. Pensez à vous abonner à Silicon Carnet, regardez-nous sur YouTube. Si vous nous écoutez en podcast, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego amigos, bye bye.